Bonjour Sarah El Haïry, vous êtes secrétaire d'État chargée de la biodiversité dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Merci d'être avec nous, on va parler de ce sommet pour les pôles et les glaciers qui vient de se terminer. Mais d'abord un mot sur votre participation à la manifestation contre l'antisémitisme. On aurait pu espérer une participation plus vaste encore, peut-être de toutes les communautés nationales à cette manifestation. Vous savez, moi je pense que cette manifestation est une réussite. Une réussite parce qu'elle a mobilisé, à Paris bien sûr, mais partout en France. Et c'était essentiel parce que dans le fond, le mot d'ordre c'est quoi ? Pour la République, contre l'antisémitisme. Et il n'y a pas un mais à entendre. Il n'y a pas une justification qui permettait de dire qu'on n'était pas présent à cette manifestation. Pour plusieurs raisons. C'est le pacte qui est le nôtre, le pacte français, le pacte républicain, le pacte universaliste qui était mis à mal avec cette montée des actes antisémites, cette capacité à importer sur notre propre territoire des conflits malheureusement qui ne sont pas sur notre territoire et de rompre cette égalité entre les citoyens français. Oui, mais le fait de défiler aux côtés ou presque des responsables du Rassemblement national, ça posait un problème pour vous ? Vous savez, on peut aller chercher tous les alibis du monde pour ne pas lutter contre l'antisémitisme. Moi, j'ai une vision assez claire. Une manifestation comme celle-là, c'est libre à chacun de participer ou pas. On se sent concerné ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne fait pas le tri. On ne fait pas le tri entre les personnes. Maintenant, la sincérité de la démarche, eh bien, chacun en est responsable. Mais ce qui est les plus grandes erreurs, les plus grands absents, eux ont eu tort. Et en plus, au lieu juste d'être absent, l'extrême gauche, la France insoumise, a en plus essayé de justifier, de créer des alibis, des polémiques, alors que c'était un moment d'unité nationale nécessaire. Oui. Après, les Français sont juges. C'était pas, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, un soutien aux crimes commis par Israël. C'est une tentative de polémique de sa part pour essayer de justifier son absence. Dans le fond, ils ont du mal avec l'antisémitisme. Ils ont profondément des difficultés à apporter des réponses claires. Ils ont du mal à dire que le Hamas est une organisation terroriste. Ils ont du mal à condamner même, dans le fond, des actes terroristes aussi barbares puissent-ils être. Et donc, ils cherchaient de créer une sorte de contre-feu, des fausses polémiques ou des alibis pour pas venir. Tout ça, ça n'a intéressé que le petit microcosme politicien de la France insoumise et des histoires entre eux. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé profondément, c'est de voir que la France, elle sait se rassembler dans des moments importants et qu'il ne faut pas laisser les fractures s'installer. Lutter contre l'antisémitisme, c'est demain lutter pour notre unité, lutter contre les racismes, lutter contre les actes de discrimination, homophobes, de genre, peu importe. Mais c'est fondamentalement considérer que dans notre pays, on ne juge pas par rapport à une religion, on ne juge pas par rapport à une couleur de peau. Et que ce n'est pas le combat des Français de confession juive, c'est le combat de tous les Français, de toute confession, qu'ils soient d'ailleurs croyants ou non croyants. Oui. Est-ce que vous diriez aussi, Sarah El Haïry, que finalement, cette grave guerre au Proche-Orient fait oublier d'autres sujets ? Alors, on pourrait parler de l'Ukraine, mais là, on va parler de l'environnement, du réchauffement climatique. Là, il y avait ce sommet global pour les pôles, les glaciers, le Global Polar Summit à Paris. Finalement, on n'a peut-être pas porté assez d'attention à ce qui est en train de se jouer en ce moment. Non, vous savez, moi je pense qu'on est dans une époque, malheureusement, d'une multitude de crises. Nous vivons une crise humanitaire, une crise du terrorisme, puisque nous sommes dans une période où il y a énormément d'actes terroristes, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous vivons une crise environnementale profonde et d'une certaine manière, le traitement, on va dire, médiatique des sujets est plus ou moins d'actualité sur une crise ou sur une autre. Mais dans le fond, la réalité, c'est que ce sommet pour les pôles et les glaciers a été une grande réussite parce qu'il a réussi à réunir des centaines de chercheurs du monde entier, des engagements de chefs d'État, de chefs de gouvernement, mais surtout a été à la hauteur parce que nous sommes encore dans la capacité d'inverser la courbe. Et c'est là la force de l'intelligence humaine. Nous sommes en train de vivre évidemment une fonte des glaciers, l'effondrement du vivant, c'est la 6e extinction de masse, 1 million d'espèces en danger. Mais autant c'est la responsabilité de l'homme par son activité, par son action, autant la réponse qui doit être apportée, c'est le fruit de l'intelligence de l'homme, de son action. Et c'est là où nous avons la chance de pouvoir prendre notre destin en main. 70% des glaciers peuvent être sauvés d'ici 2100 si, effectivement, nous appliquons simplement les accords de Paris. Oui. Alors là, on voyait ces images des glaciers. Comment on pourrait qualifier ce qui est en train de se passer ? Il y a une grande partie de la population du monde qui vit avec un risque vital. Exactement. Peut-être que les glaciers, ça nous paraît loin, ou les pôles, parce qu'on pense à l'Arctique et l'Antarctique, on dit c'est très loin de chez moi, dans le fond, ou je suis dans un territoire où je n'ai pas de glacier, donc est-ce que ça me concerne directement ? 1 milliard
1 milliard d'habitants sur notre planète sont effectivement en danger de submersion. Ça veut dire que les glaciers, quand ils fondent, ils augmentent le niveau de la mer, et donc le niveau de la mer grignote les terres de manière très simple. Mais au-delà de ce risque de submersion, il y a toute la transformation du cycle de l'eau. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres de chair et de sang, nous avons besoin d'eau comme tous les vivants sur la Terre. Et la fonte des glaciers dérègle ce cycle. Donc on risque d'avoir beaucoup moins d'eau d'ici 2050. Le risque, c'est 40% de ressources en moins d'eau. C'est demain des activités économiques aussi, parce qu'en fait, cette capacité d'avoir de l'eau de bonne qualité, elle est régulée dans le temps. Mais face à tout ça, je crois qu'un des plus grands risques, d'une certaine manière, et c'est ce qui fait que l'intelligence humaine peut répondre à cette urgence, c'est que, vous savez, dans les glaciers sont congelés d'une certaine manière des maladies, des bactéries qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais connues. Et donc, pour préserver la santé humaine, il est quand même dans notre intérêt que toutes ces bactéries et ces risques de pandémie restent bien bloqués dans les glaciers au plus profond. Face à ça, l'action humaine, ça veut dire quoi ? C'est ça, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, on a bien mesuré le risque. Mais est-ce que l'appel de Paris qui vient d'être lancé va être suffisant ? Oui, il est ambitieux. Il est ambitieux parce que je disais tout à l'heure, 70% de la fonte des glaciers peut être bloquée d'ici 2100 si on baisse nos gaz à effet de serre. C'est le premier des combats, il faut être très clair. Une baisse de 55%, c'est les accords extrêmement ambitieux de Paris. Mais il faut aussi en parallèle relancer de la recherche. C'est ce qu'a décidé le président de la République avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. 1 milliard d'euros pour créer un bateau et supporter la recherche des glaciers. Mais aussi se dire d'une certaine manière, et je trouve ça presque poétiquement important pour nos territoires, que chaque territoire a un petit bout de la clé de la réponse. Et donc, il y a 200 000 glaciers dans le monde. Chaque territoire pourra, en tout cas en France, faire un contrat d'une certaine manière avec l'État pour protéger ces glaciers, pour accompagner l'écotourisme de demain, pour préserver aussi une biodiversité post-glaciaire, puisqu'il y a des fontes qu'on ne peut pas aujourd'hui réduire. Et dans le fond, on va découvrir une sorte de biodiversité primaire qui n'a jamais été au contact ni de l'homme, d'ailleurs, ni de ses activités. Et pour ça, il faut être à la hauteur de cette préservation. Mais nous avons la capacité, nous, aujourd'hui, de préserver, et c'est pour ça que le président de la République a également annoncé qu'aujourd'hui, on a 60% de nos territoires glaciers qui sont en protection, aujourd'hui protégés, mais ils se passeront en protection forte, c'est-à-dire que la préservation, elle sera renforcée. Un milliard. Un milliard pour... un milliard supplémentaire. Un milliard d'euros. Supplémentaire pour la recherche, pour la construction de ce bateau, la préservation des espaces et de la biodiversité post-glaciaire, mais surtout une prise de conscience mondiale. Vous savez, le One Polar Summit, qui est le sommet pour les glaciers et les pôles, c'est aussi le fruit d'une innovation diplomatique d'une certaine manière, puisque ça vient de 2017 avec les One Polar. Il y a eu le One Polar pour l'écologie, il y a eu pour les océans. Et dans le fond, brique par brique, on considère que, oui, la biodiversité, elle mérite d'être plus que jamais protégée, mais à vie d'homme, chacun sur son territoire et en mobilisant. Et donc, non pas en construisant des clivages, des grandes polémiques ou des grandes paroles qui seraient creuses, mais en se disant, qu'est-ce que j'ai envie de léguer à mes enfants ? Qu'est-ce que je peux faire au plus près de chez moi ? Et en fait, on a tous une clé. Et c'est la magie, je trouve, et l'espérance que permet la biodiversité. Oui. On va voir des images, Sarah El Haïry, parce qu'il y a une police de l'environnement. Tout à fait. Et vous allez être très fière de cette police. Je suis particulièrement fière de cette police. On va voir des images où vous avez été les rencontrer. Qu'est-ce que c'est qu'une police de l'environnement ? C'est-à-dire que c'est une police qui se substitue ou qui s'ajoute à la police tout court ? Exactement. Cette police, c'est une police d'élite. C'est une police spécialisée qui est encore très peu connue, en fait, par les Français. Elle est aujourd'hui au nombre de 3500 policiers. C'est des hommes et des femmes qui luttent contre les trafics d'espèces, qui luttent aujourd'hui contre les pollutions de nos nappes phréatiques ou le non-respect du droit quand on fait par exemple de la construction, en tout cas quand on fait des rodéos, par exemple en forêt et qu'on détruit des espèces protégées ou on est dans des espaces où c'est interdit. Ils protègent quelque chose de précieux. Et pendant longtemps, on a considéré que la nature, parce qu'elle était d'une certaine manière gratuite et accessible, quelle était sa valeur, dans le fond ? Pendant longtemps, on ne lui a pas donné une protection spécifique. Là, elle a sa propre police, celle qui protège les espèces, le cadre dans lequel nous vivons, et enfin, évidemment, la question de l'eau qui est primordiale. Mais c'est des hommes et des femmes, d'ailleurs, qui contrôlent le plus de personnes armées. Ce sont des passionnés de la nature. Et ils vont chercher cette protection de ce bien commun, qui est nécessaire, d'ailleurs,
à notre bonheur, puisqu'il y a plein d'études qui montrent que plus la nature va bien autour de nous, plus l'homme en réalité est heureux, parce qu'il s'adapte et ça lui permet de lui procurer quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Oui, oui, ça fait partie du produit intérieur brut. C'est-à-dire, vous allez le dire demain, je crois, aux petites et moyennes entreprises, qu'au fond, elles ont encore une responsabilité de plus. Qu'est-ce que vous... Voilà, parce qu'au fond, c'est la responsabilité des petites et moyennes entreprises. Je leur dis, dans le fond, vous savez, on a plein de services rendus par la nature gratuitement qu'on ne connaît pas. Et en fait, comme on ne les connaît pas et que c'est gratuit, eh bien, on ne fait pas attention. Sauf que cette nature, elle se dégrade, elle est en danger. Et donc, si on ne la préserve pas, on met en danger nos emplois, notre économie. Mais si on fait cette prise de conscience, aujourd'hui, c'est la moitié du PIB mondial qui dépend de services écosystémiques gratuits rendus par la nature. Le plus simple aujourd'hui, c'est de dire simplement les abeilles. Vous savez, les abeilles, c'est pollinisateur. Si les abeilles n'étaient plus là, on pourrait plus ou très difficilement avoir des fruits, des vignes, des légumes. Et on a besoin de ce service qui est rendu gratuitement, d'une certaine manière, par ces abeilles. Eh bien, notre enjeu, c'est, grâce à la stratégie nationale biodiversité, de réduire les 5 pressions sur la biodiversité et de dire aux entreprises, eh bien, nous avons besoin de vous, parce que vous êtes, bien sûr, les bâtisseurs d'une économie plus responsable, plus durable, mais en tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas garder une inconnue dans votre modèle économique. Si demain, vous n'avez plus ces services rendus gratuitement par la nature, votre modèle économique s'effondre. Et moi, mon enjeu, c'est que la France reste leader. Leader, évidemment, d'une économie durable, mais aussi d'une économie prospère. Moi, je ne crois pas à la décroissance. Je crois profondément à la création d'une richesse, mais soutenable, et une richesse qui intègre pleinement le territoire, la nature et les hommes, bien sûr, dans son projet. Et j'ajouterais, vous croyez au loto de la biodiversité. Oui, c'est vrai. Qui va gagner, là, ce loto-là? C'est l'État qui va y gagner? Ce sont les projets, et c'est surtout les Français. Et je veux dire pourquoi. Parce que ce loto, c'est un ticket à gratter qui coûte 3 €. 2 € repart, évidemment, pour les joueurs et pour les gagnants. On pourra gagner jusqu'à combien? 30 000 €. 30 000 €, et puis il reste 43 centimes qui sont les taxes normalement récupérées par l'État, qui sont reversées du coup aux projets qui ont été sélectionnés par le comité. Et pourquoi je vous dis c'est la nature et les Français qui vont être les gagnants de ce loto? Parce que moi, je crois à une écologie populaire. Je pense que quand dans un PMU ou dans un bar tabac, eh bien, on achète un ticket biodiversité qu'on gratte, alors qu'on gagne ou qu'on perde pas, effectivement, on ne sort pas avec le même sourire, mais qu'on flash code les projets du territoire, qu'on parle de nature et qu'on parle, je ne sais pas, du plus grand rapace d'Europe, ou qu'on parle d'une tourbière, d'une zone humide, eh bien, on aura gagné quelque chose, peut-être la mobilisation, voire l'émerveillement de la beauté de ce qu'on a comme nature autour de soi. Et donc, dans le fond, peut-être demain, des hommes et des femmes qui la protégeront un peu plus. Merci. Sarah El Haïry, donc secrétaire d'État à la biodiversité dans le gouvernement français. Merci infiniment d'avoir été notre invitée.